Bienvenue dans cette 5e capsule intitulée Portrait de l'élève ayant un TSA, connaître et comprendre pour mieux accompagner notre élève. Nos intentions sont de se questionner sur différents profils cliniques de l'élève ayant un TSA, ainsi que vous permettre de vous sentir plus outillé à réaliser un portrait de l'élève ayant un TSA. Dans le processus de planification que l'on vous propose au travers de cette formation, nous en sommes, par le biais de cette capsule, à vous accompagner à réaliser le portrait de votre élève ayant un TSA. Comme mentionné dès le départ, nous souhaitons fortement que vous puissiez faire le portrait de votre élève en équipe pour voir ensemble la situation actuelle. Plus vous allez allier et jumeler vos expertises, plus vous allez voir des angles différents pour comprendre et observer votre élève et meilleures seront vos réflexions et choix d'intervention. Vous devez vous poser des questions comme quelle est la situation actuelle, quelles sont les connaissances que l'équipe a au sujet du portrait de mon élève, quelles sont les forces et les besoins prioritaires, les obstacles et les leviers aux apprentissages, et y a-t-il des recommandations déjà émises par des professionnels au dossier? Pourquoi faire un portrait? Eh bien, tout simplement parce que c'est le profil de l'élève qui devrait orienter l'équipe dans le choix et la détermination des interventions en réponse à ses besoins. Essayez, si possible, de l'expliquer à l'élève, parce que établir avec lui son profil d'apprenant le valorise et favorise sa collaboration et son travail. Lorsque l'élève est au courant de ses forces cognitives et de ses défis, ceci aura un impact sur son attitude et sur sa motivation au travail. Il importe grandement d'impliquer l'élève puisqu'il est le principal acteur et qu'il doit être partie prenante de ce processus. Qui dit autisme dit différents profils. Si vous avez rencontré une personne autiste, eh bien, vous avez rencontré une personne autiste. Comme mentionné dans le module 1, au-delà des critères diagnostiques du trouble du spectre de l'autisme, différents profils cliniques vont se décliner selon la personne. Alors, selon l'âge à laquelle on s'adresse à la personne, il pourrait y avoir une différence dans son profil. Il y a aussi des différences quant aux particularités et conditions associées. Cette personne a-t-elle d'autres diagnostics associés, par exemple? De quelle façon l'a-t-on accompagné de sa jeunesse à la vie adulte? Cela peut faire une différence. Dans quel environnement social vit-elle? Qu'est-ce que son entourage comprend du trouble du spectre de l'autisme et de ce diagnostic? Ça peut faire une différence. Et selon le sexe, maintenant, nous savons que il y a des profils qui se déclinent différemment entre les garçons et les filles. Parlons justement des particularités du profil féminin. Alors, le profil féminin, les traits les plus fréquents que l'on peut observer sont entre autres le camouflage. Le camouflage peut expliquer du moins en partie pourquoi l'on diagnostique le TSA chez 3 à 4 fois plus de garçons que chez les filles. Ceci pourrait également expliquer pourquoi les filles diagnostiquées plus jeunes ont tendance à montrer des traits beaucoup plus sévères que les filles diagnostiquées tardivement. Des chercheurs ont toutefois découvert que les hommes camouflaient eux aussi leurs manifestations, mais pas aussi souvent que les femmes. Le camouflage exige un effort constant qui peut aider les femmes à maintenir des relations et leur carrière, mais toutefois ces gains ont un coût très élevé, notamment de l'épuisement physique et une anxiété extrême. Ensuite, un autre trait qu'on peut observer, c'est la substitution, c'est-à-dire le fait de remplacer un geste ou un mouvement par une solution de rechange qui est socialement ajustée. Exemple, jouer avec des objets dans sa poche. On retrouve aussi l'isolement. Alors, dès le jeune âge, la jeune fille serait plutôt isolée dans sa chambre, par exemple, pour vivre ses stéréotypies ou ses mouvements d'autorégulation.
On retrouve également de la suppression active, c'est-à-dire le fait d'arrêter un mouvement, mais de façon consciente par la simple peur du jugement ou par le fait de vouloir éviter d'attirer l'attention. Ensuite vient toute la question de l'identité. Alors donc, dû au camouflage, la femme TSA remet en cause son sentiment d'identité par rapport à son diagnostic, essaie de le tasser, ce qui est fortement évidemment lié à l'estime de soi. On peut remarquer chez la fille autiste Asperger un désir plus fort que chez le garçon de rechercher des liens d'amitié. En fait, le désir de tisser des liens est davantage central chez la fille autiste que chez le garçon. Toutefois, elles arrivent difficilement à comprendre comment faire pour y arriver. Cette recherche d'amitié leur amène cet avantage d'obtenir davantage de soutien de leur père, entre autres pour traduire diverses situations et contextes sociaux. Les filles semblent davantage capables d'imitation des comportements sociaux, ce qui leur permet de pouvoir s'ajuster plus souvent que les garçons. On note également, par rapport aux intérêts particuliers, une intensité versus une inusité comparativement aux garçons. Alors, quand on parle d'intérêt particulier chez la fille, on va retrouver davantage des éléments de la nature, des animaux, un chanteur, un acteur, la littérature, des langues. C'est davantage l'intensité qu'il faut reconnaître là, versus l'inusité. Ensuite, on trouve aussi souvent chez la fille une imagination très fertile. Nous désirons vous faire un court clin d'œil sur les profils des élèves ayant un TSA en lien avec des défis concernant le langage et la communication, puisque plusieurs de vos élèves peuvent en être concernés. Alors, des manifestations que vous pouvez constater seront en lien avec des interactions sociales et en lien avec la communication en soi. Vous pouvez donc croiser sur votre chemin des élèves qui auront un TSA, un diagnostic de TSA, mais sans trouble du langage. Vous pouvez également avoir des élèves qui ont un diagnostic de TSA associé avec un trouble du langage, ou vous pouvez aussi avoir des élèves qui n'ont pas de diagnostic TSA, mais qui ont seulement un diagnostic du trouble développemental du langage. Alors, pour notre premier élève à votre gauche, alors l'élève qui a un trouble du spectre de l'autisme sans trouble de langage, ces défis seront majoritairement en lien avec les interactions sociales, dû au déficit de la théorie d'esprit, cohérence centrale, fonction exécutive, là, toutes les particularités cognitives dont on vous a parlé dans les capsules précédentes. Votre élève qui aura un TSA avec d'associer un diagnostic du trouble de langage vivra des défis au niveau de ses interactions sociales ainsi que sur la communication en soi due à son trouble du langage. Votre élève qui n'aura pas de diagnostic TSA, mais qu'un seul diagnostic en lien avec le trouble développemental du langage se retrouvera avec des manifestations et des défis en lien avec la communication et non pas nécessairement en lien avec les interactions sociales. Voici maintenant un extrait d'un document que vous pourrez retrouver sur le site de l'Institut national de la santé publique du Québec qui émet le taux de prévalence des maladies concomitantes chez les personnes ayant un TSA dans les premières années et au cours de la vie de la personne âgée là, de 1 à 17 ans. Alors, on y voit ici des liens avec les troubles mentaux. Nous voyons qu'avec un TSA, 85% des personnes au cours de sa vie auraient un diagnostic de trouble mental associé versus 25% chez les non-TSA. Ici, plus particulièrement, nous ciblons le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité qui est quand même relativement fréquent dans les classes. Alors, on voit ici qu'au cours de la vie, 42% des personnes ayant un TSA auront un diagnostic de TDAH versus 9,3% chez les non-TSA.
Maintenant, à vous de vous questionner et de nous partager, si besoin, quels outils vous utilisez actuellement pour colliger les informations sur vos élèves ayant un TSA. Est-ce que ce sont vos notes personnelles, toute forme de grille, un journal de bord, des listes à cocher, un portfolio numérique ou autres documents pertinents? Nous vous présenterons une grille d'observation de l'élève ayant un TSA. Pourquoi devrions-nous utiliser cette grille? Pour vous permettre d'avoir le même point de départ, d'avoir un langage commun dans l'équipe. Ça pourrait être également pour vous permettre de dresser un portrait global de l'élève ayant un TSA, donc vous permettre d'avoir un portrait complet de son fonctionnement dans la situation actuelle. Ça pourrait être pour vous permettre de connaître les bonnes cibles d'observation, d'avoir des indicateurs qui vont venir soutenir votre observation en dirigeant l'œil vers les éléments de nature TSA. Donc, pour nous permettre, en tant qu'équipe, d'aller au-delà des perceptions, de vous permettre de savoir quoi observer, et on a ciblé 9 dimensions, donc 9 indicateurs de nature TSA. Ça pourrait être également pour vous permettre d'analyser une situation problématique, d'aller nuancer les comportements observables complexes chez l'élève. Ça pourrait être pour vous permettre d'alimenter la collaboration en équipe interdisciplinaire, d'aller soutenir une démarche lors d'une rencontre, d'un comité clinique, un accompagnement ponctuel, une communauté de soutien autour de l'élève. Donc, l'importance et la pertinence de la collaboration. Ça pourrait être pour vous permettre de consigner des informations, donc de laisser des traces en commun et évolutives qui vont suivre l'élève tout au long de son parcours. C'est important de se rappeler que ce n'est pas un outil d'évaluation diagnostique. Maintenant, comment on remplit cette grille? Ce qui est important, c'est d'aller observer l'ensemble de la personne autiste dans son environnement scolaire. Il faut faire attention de ne pas rester en silo d'observation ou d'analyse, mais vraiment considérer la personne dans toute son entité. Nous avons séparé en dimensions TSA pour faciliter l'observation et s'assurer de vraiment bien voir l'ensemble de la personne dans son environnement scolaire. Aussi, ce qui va être important, c'est de colliger les réactions de l'élève dans les contextes ciblés. Donc, on va aller noter les différentes manifestations de notre élève dans chacune des dimensions. Puis l'important, ça va être de colliger comment l'élève réagit à son environnement et non pas ce qui se retrouve directement dans son environnement. Aussi, possiblement qu'on va inscrire des manifestations dans plus d'une dimension. Parce que certaines manifestations peuvent s'inscrire dans plus d'une dimension et c'est normal. C'est ce qu'on veut, justement, puisque c'est ce qui va nous permettre ultimement d'aller élargir nos hypothèses et élargir notre coffre de stratégie. Aussi, ce qui va être important, c'est d'aller réfléchir en équipe aux sous-questions qui sont associées à chacune des dimensions. Et finalement, d'aller consigner les informations dans le dossier professionnel. Le professionnel demeure le porteur pour s'assurer de la confidentialité des informations nominatives qui vont être colligées. Voici maintenant la grille d'observation de l'élève ayant un TSA. Donc, c'est important de savoir que chacune des dimensions de la grille est explicitée dans la section 3 du document La démarche d'observation et d'analyse de l'élève ayant un TSA, dont nous reparlerons un peu plus tard. Au départ, nous vous invitons à inscrire la date, les données de l'élève, donc son nom, sa date de naissance, l'école, le niveau, le contexte d'observation, l'heure, si cela s'applique. Par exemple, on pourrait noter des informations telles que celles que vous voyez à l'écran. Pour la dimension structure de l'environnement et de l'espace, vous retrouvez des mots-clés vous précisant les cibles et vous avez des questions supplémentaires dans la démarche d'observation qui vont venir alimenter les réflexions aux besoins. Donc, des mots-clés tels que l'aménagement, par exemple, les stimuli, l'affichage, le support visuel. Ce qui va être important d'inscrire, de colliger comme information, c'est vraiment qu'est-ce qui est utilisé par l'élève. Par exemple, la façon dont l'élève gère son matériel, la façon dont l'élève se repère dans son environnement. Donc, l'important, c'est de consigner comment l'élève réagit à son environnement et non ce qui se trouve dans son environnement. Par exemple, nous ne demandons pas d'inscrire les référentiels qui sont affichés en classe un peu partout, mais plutôt comment l'élève va se référer à l'affichage qui peut l'aider en classe.
Donc, par exemple, vous pourriez colliger que l'élève se réfère à l'affichage au mur de la classe, que l'élève se déplace dans plusieurs directions pendant ses déplacements, que l'élève range ses cahiers dans son bac à 3 tiroirs, que l'élève sort de l'espace délimité au vestiaire. Pour la dimension structure du temps, vous retrouvez encore une fois des mots-clés vous précisant les cibles d'observation. Et c'est encore une fois important d'avoir en tête qu'on doit colliger comment l'élève réagit par rapport à ces outils, aux supports visuels qui lui permettent d'illustrer le temps. Donc, voir est-ce que notre élève est préoccupé par rapport au temps, est-ce que mon élève a une bonne compréhension des notions temporelles, est-ce que mon élève utilise les supports visuels tels que le time-timer, le sablier, le chronomètre, l'horaire, comment il comprend les imprévus? Donc, c'est toutes des informations qui sont importantes à venir colliger dans la dimension structure du temps. Par exemple, vous pourriez avoir observé que votre élève pose plusieurs questions sur le temps restant. Vous pourriez colliger que votre élève utilise des termes pour définir le temps tels que hier, demain. Pour la dimension structure de la tâche et de l'enseignement, vous retrouvez encore une fois différents mots-clés vous permettant d'aller orienter vos observations. Donc, c'est important d'avoir en tête qu'est-ce que votre élève comprend par rapport à la tâche, quels sont les outils pédagogiques qui sont utilisés dans ce qu'on lui propose. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a un visuel qui est épuré? Est-ce qu'il y a une délimitation par rapport au temps? Est-ce que votre élève comprend la tâche? Quels sont les outils visuels qui sont utilisés? Donc, est-ce qu'il y a des procédures? Est-ce qu'il y a des séquences? Est-ce qu'il y a des référentiels? Est-ce que la tâche pour lui, elle est concrète? Est-ce elle est adaptée à ses capacités motrices? Est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il y a de l'intérêt par rapport à la tâche? On pourrait même ajouter des informations par rapport à la gestion des pauses. Est-ce que votre élève est en mesure de gérer ses pauses? Par exemple, vous pourriez avoir observé que votre élève a une structure qui est délimitée dans le temps, il s'y réfère, que votre élève utilise une procédure pour structurer sa tâche, qu'il y a de présence de pause qui est utilisée également, que votre élève est motivé, a de l'intérêt face aux tâches, que votre élève regarde le tableau interactif, que votre élève barre les étapes de la séquence de tâches lorsqu'elle est terminée, que votre élève utilise le système de pause de la classe. Pour la dimension traitement cognitif de l'information, vous retrouvez des mots-clés vous précisant certaines cibles, entre autres concernant l'entrée d'informations qui est propre à votre élève. Donc, est-ce que votre élève priorise l'entrée visuelle, hein, comme plusieurs de nos élèves autistes? Est-ce qu'il est en mesure de pouvoir combiner différentes entrées, donc soit son visuel en même temps que son auditif? Vous pourriez aussi colliger des informations par rapport à son délai de traitement. On sait que plusieurs de nos élèves autistes nécessitent un délai pour traiter l'information. Certains de nos élèves peuvent avoir un délai qui peut aller jusqu'à 6 secondes, parfois même plus. Vous avez aussi des éléments qui pourraient être colligés par rapport à la cohérence centrale, à l'aveuglement contextuel, aux fonctions exécutives, telles que nous avons parlé là, dans une capsule précédente. Par exemple, vous pourriez avoir observé que votre élève priorise l'entrée d'informations par le visuel, que votre élève demeure figé après les explications. Donc, on a des éléments par rapport à l'activation. Vous pourriez avoir observé que votre élève ne trouve pas l'idée générale dans son texte. Donc, on a des éléments par rapport à la cohérence centrale. Vous pourriez également colliger que votre élève démontre un délai de traitement d'environ 5 secondes. Pour la dimension sensorielle et moteur, vous pourriez colliger des informations par rapport à ces différentes sensations physiques qui sont observées dans son corps, donc des sensations externes, internes. Vous pourriez colliger des éléments par rapport à son hypo ou hyperréactivité selon les différents sens. Donc, vous avez l'énumération là, tactile, auditive, visuelle, olfactif, gustatif, proprioceptif et vestibulaire, tel qu'on a pris le temps de vous expliquer aussi davantage dans une capsule
capsule précédente, vous avez aussi certaines cibles par rapport à la motricité fine et la motricité globale, par rapport à sa force, à son endurance, à son équilibre, la coordination, sa posture, ses déplacements. Donc, il pourrait y avoir aussi différentes adaptations qui sont mises en place pour pallier à ces difficultés motrices. Et vous avez aussi, vous pourriez cocher est-ce que l'élève ressent ou manifeste la faim, l'envie, la fatigue, la soif, la douleur. Par exemple, vous pourriez colliger des manifestations telles que, oui, votre élève ressent la soif, que votre élève place ses mains sur ses oreilles, donc probablement qu'il y a une hyper-réactivité au niveau auditif. Vous pourriez aussi colliger que votre élève démontre de l'agitation lors des stimuli ou que votre élève aussi verbalise qu'il a soif, justement. Donc, clairement que la sensation de la soif est présente chez votre élève. Pour la dimension émotion et connaissance de soi et de l'autre, vous avez des indicateurs, donc des cibles telles que la reconnaissance, l'expression, la gradation, la régulation des émotions. Vous avez aussi des éléments concernant ce que votre élève est en mesure d'identifier ses goûts, ses forces, ses défis, par rapport à son identité de TSA également. Par exemple, vous pourriez avoir observé que votre élève manifeste ou exprime sa frustration en criant. Vous pourriez avoir observé que votre élève mentionne à son enseignante ne pas comprendre ce qu'est l'autisme. Ensuite, vous pourriez avoir observé que votre élève nomme qu'il aime les mathématiques à ses pairs. Donc, on observe une certaine identification par rapport à ses goûts, à ses intérêts. Concernant la dimension communication et interaction sociale, on vous invite à aller cocher est-ce que votre élève est verbal, peu verbal, non verbal. Vous avez aussi des indicateurs par rapport à son niveau de compréhension. Donc, oui, peut-être que votre élève ait un bon niveau d'expression, mais on peut aller se questionner aussi par rapport à ce qu'il comprend. Donc, on pourrait aussi aller annoter des informations concernant sa compréhension des conventions sociales, par rapport aux règles sociales. Est-ce que votre élève demande de l'aide? Bon, on a des éléments par rapport à la théorie de l'esprit qui pourraient venir s'ajouter, toute la reconnaissance de la pensée de l'autre. On pourrait aussi aller ajouter par rapport à son niveau de jeu, comment votre élève participe en groupe. Par exemple, vous pourriez colliger que votre élève est verbal, que votre élève comprend les consignes verbales, également que votre élève entre en relation de façon brusque avec les pairs. Vous pourriez noter que votre élève parle en même temps que les autres, donc on aurait un indice que probablement les conventions sociales ne sont pas claires pour lui. Aussi, vous pourriez annoter que votre élève ne comprend pas les expressions et le langage figuré. On sait que chez plusieurs de nos élèves autistes, ils ont de la difficulté à comprendre, à bien comprendre les expressions et ce langage figuré. Donc, si vous êtes un enseignant ou une enseignante qui aimait utiliser ce deuxième niveau de langage, probablement que votre élève a de la difficulté à bien comprendre. Donc, c'est un indice que vous allez avoir besoin de l'accompagner davantage par rapport à ça pour aller lui expliquer vos expressions telles que on se calme le pompon, telles que Maxime cogne des clous depuis le début de la période, bref, nos nombreuses expressions québécoises. Pour la dimension autonomie fonctionnelle et à la tâche, vous retrouvez des mots-clés vous précisant certaines cibles telles que l'habillement, l'horaire, la gestion de l'agenda, des routines. Est-ce que votre élève est en mesure d'exécuter ses routines par rapport à son hygiène également? Ça pourrait être la gestion du transport, dans les travaux d'équipe. Bref, vous pourriez annoter des éléments tels que est-ce que votre élève est en mesure de le faire seul? Est-ce que votre élève le fait avec appui visuel? Est-ce que votre élève le fait avec incitation verbale, avec incitation physique? Est-ce qu'il a besoin d'un soutien beaucoup plus intensif ou est-ce que votre élève ne le fait pas? Donc, ça pourrait être des niveaux d'autonomie qui pourraient être intéressants à noter dans la grille. Et encore une fois, si vous voulez avoir plus d'éléments, vous avez un beau tableau dans la démarche d'observation qui pourrait vous donner des idées pour venir définir l'autonomie de votre élève.
Par exemple, vous pourriez avoir observé que votre élève n'exécute pas la routine. Vous pourriez annoter que votre élève attend le rappel verbal de l'adulte pour se mettre en action. Vous pourriez annoter que votre élève range ses cahiers de français de façon autonome. Vous pourriez annoter que votre élève est autonome dans la gestion de ses pauses. Pour la dimension comportement stéréotypé et intérêt restreint, vous retrouvez des mots-clés qui pourraient être tout simplement cochés. Donc, par exemple, est-ce que votre élève manifeste du flapping, donc qui est souvent l'agitation avec les mains? Est-ce que votre élève a des manifestations d'autostimulation? Est-ce que votre élève utilise des phrases plus plaquées? Est-ce que votre élève fait du balancement? Est-ce que votre élève démontre de l'écholalie immédiate ou différée? Est-ce que votre élève a des tics, un pseudo-accent, fait des bruits de bouche? Votre élève manifeste des rituels. Puis vous pourriez aller en dessous, là, donner certains exemples de manifestations. Et vous avez une section intérêts, donc vous pourriez aller colliger là, certains intérêts restreints chez votre élève. Par exemple, vous pourriez tout simplement venir cocher que votre élève fait du flapping. Vous pourriez venir l'annoter également. Vous pourriez colliger que votre élève aime identifier les logos de marques de voitures. Vous pourriez également colliger que votre élève aime écrire des chiffres. Ensuite, vous avez une section qui vous permet vraiment de faire ressortir quelles sont les forces et les capacités de votre élève que vous avez observées, soit dans chacune des dimensions ou autres forces qui ne se classaient pas dans une dimension. Donc, c'est intéressant de les faire ressortir pour vraiment avoir en tête de pouvoir les utiliser, ces forces. Puis, vous avez la représentation de la fleur là, qui vous permet d'avoir un rappel des principales forces qu'on retrouve chez la personne autiste. Donc, souvenez-vous de la force par rapport à leur champ d'intérêt, souvent qui est observé. On a parfois aussi bon, la force au niveau de la perception visuo-spatiale. On peut avoir la force au niveau du souci du détail qui les amène à devenir un apprenant visuel. On a également la force par rapport à la mémoire, par rapport à l'imitation. Par exemple, on pourrait colliger que notre élève a de bonnes connaissances et des intérêts envers les marques de voitures, les chiffres et les mathématiques. Donc, ça nous indique certains intérêts qu'on pourrait utiliser dans différents contextes. On pourrait aussi colliger la bonne mémoire chez notre élève. On pourrait également venir faire ressortir l'utilisation de son outil organisationnel qui nous indique que notre élève peut avoir une bonne capacité à s'organiser. On pourrait également venir faire ressortir les éléments sur sa capacité à communiquer sa soif, ses goûts, ce qui nous indique que notre élève a une certaine conscience de soi, une certaine connaissance de soi. On pourrait également venir faire ressortir toute l'autonomie par rapport à la gestion de ses pauses. Dans cette section, nous pourrons réfléchir à quels sont les besoins prioritaires qui ressortent de l'observation dans chacune des dimensions. Donc, on pourrait aller observer la récurrence qui était présente dans chacune des dimensions et on vous fait un rappel des besoins généraux et spécifiques de la personne autiste. Donc, rappelons-nous les besoins généraux, les besoins fondamentaux qui sont universels, donc au niveau physiologique, de sécurité, d'appartenance, d'estime, d'accomplissement. Et nous avons les besoins spécifiques en TSA, donc tout ce qui a trait à la gestion des particularités sensorielles et motrices, à la compréhension du sens général des informations, à la reconnaissance des états mentaux chez soi et autrui, concernant la régulation de ses pensées, des émotions et des comportements et la lecture des différents contextes. Par exemple, nous pourrions faire ressortir comme besoin prioritaire le besoin de gestion sensorielle, donc d'où l'importance des pauses pour lui permettre de bien gérer ses particularités sensorielles. Également, son besoin de comprendre le concept de temps, donc tout ce qui a trait aux routines, aux repères, sont très aidantes pour lui permettre de bien comprendre la notion de temps qui peut parfois être confuse. Ensuite, le besoin de bien reconnaître les états mentaux chez soi et autrui pour lui permettre de s'ajuster aux différentes règles sociales, aux différents concepts sociaux. Et un autre besoin prioritaire pourrait être au niveau de sa compréhension, sa régulation de ses pensées et ses émotions, en ce qui a trait, entre autres, à sa frustration et à sa colère qui s'exprimait de façon parfois dérangeante dans le contexte.
Aussi, vous avez une section vous permettant d'indiquer d'autres manifestations comportementales qui pourraient être observées, qui ne se placent pas nécessairement dans les dimensions ou les sections précédentes. Puis, à la fin, bien, vous avez un endroit pour permettre aux professionnels d'indiquer son nom, sa fonction et de signer, parce que, comme on vous disait, c'est un outil commun en équipe, mais pour ce qui est de la consignation des informations qui peuvent être de nature confidentielle, c'est important que le professionnel puisse conserver cet outil qui se veut évolutif dans ses dossiers. Par exemple, vous pourriez tout simplement indiquer une manifestation que votre élève sacre, qui ne se plaçait pas nécessairement dans une autre dimension. Et voilà, je pourrais conserver cet outil dans mon dossier professionnel et le ressortir lors des rencontres cliniques en équipe pour nous permettre vraiment d'aller faire le portrait global de notre élève puis d'aller le rendre évolutif au fil de son parcours scolaire. Quoi faire avec les données recueillies? Donc, après avoir rempli la grille, ce qui est important, c'est de faire ressortir quels sont les constats, d'aller relever les différents contextes de vulnérabilité, les interventions qui ont été mises en place et leur efficacité. Aussi, évidemment, de faire ressortir quelles sont les forces à utiliser chez notre élève et quels sont les besoins prioritaires et les opportunités d'intervention en quelque sorte. Aussi, cet outil se veut vraiment un outil commun qui vous permet d'échanger en équipe. Donc, ça va être important d'aller utiliser le jugement professionnel et l'expertise de chacun pour analyser les données recueillies. Notre enseignant, notre éducateur spécialisé devient vraiment notre paire de yeux tellement important qu'il va aller faire les bonnes cibles d'observation et notre professionnel va alimenter l'analyse des données recueillies. Donc, finalement, ce portrait de l'élève ayant un TSA dans son environnement scolaire permet vraiment de faire ressortir les contextes de vulnérabilité, les interventions efficaces, les forces, les capacités, les besoins, les opportunités d'intervention, puis vraiment d'aller cibler les dimensions prioritaires dans l'analyse et l'élaboration des pistes de solutions efficaces et prioritaires pour assurer la réussite de notre élève. Gardons en tête les intentions de la grille qui visent à intégrer une meilleure compréhension du portrait global du fonctionnement de l'élève ayant un TSA en structurant et colligeant les informations à l'aide d'un langage commun dans l'équipe. Elle propose donc une structure qui va amener les acteurs scolaires à réfléchir en équipe sur leurs pratiques en plaçant l'élève au cœur. Si vous êtes intéressé à aller plus loin, comme j'ai parlé à différents moments dans la capsule, la démarche complète qui permet de pousser un peu plus loin l'analyse, on vous réfère à votre professionnel qui est le porteur de cette démarche ou à votre CPTSA de votre centre de service scolaire. Je voulais prendre le temps de remercier les autres membres du comité régional d'élaboration de la démarche d'observation et d'analyse de l'élève ayant un TSA. Donc, c'est une démarche à laquelle je réfère pendant cette capsule et qui est déployée à travers la région depuis 2016, qui a impliqué deux centres de services scolaires, soit le centre de services scolaires de la capitale et le centre de services scolaires des premières seigneuries. Voilà, merci à vous, chers collègues. Nous vous invitons maintenant à aller consulter les différents documents en annexe où vous allez retrouver plusieurs autres propositions de portraits d'élèves ayant un TSA. Vous allez retrouver les différentes dimensions de la grille d'observation et d'analyse que l'on a pris le temps de vous expliquer dans la présente capsule. Aussi, vous avez le canevas que l'on vous a expliqué dans une précédente capsule qui vous permet de faire ressortir les besoins prioritaires et les forces à utiliser chez l'élève. Vous avez le visuel « Moi, une personne unique » que l'on vous a présenté dans le module 1. Vous retrouverez également un autre canevas vous permettant de dresser un portrait rapide de votre élève ayant un TSA. Et finalement, un autre canevas vous permettant de dresser un portrait pour vous permettre de faire ressortir les principales caractéristiques que l'on retrouve dans les critères du TSA dans le DSM-5.